Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance de cours sur les concepts de socialisation et intégration. Alors pour se resituer un peu dans le cadre général du cours, je vous présente ce schéma-là avant de vous présenter le plan de la séance d'aujourd'hui qui replace un petit peu tous les concepts, l'ensemble des concepts qu'on a vus en classe dans ce cours tout au long de la session. Donc ça part du bas vers le haut. Donc le domaine des représentations, les concepts d'individu, de communauté et de société, comment on se représente le groupe dans lequel on vit. Ensuite le domaine des valeurs, liberté, identité, solidarité, les valeurs qui nous permettent de tenir ensemble. Et ensuite on a commencé à aborder le domaine des institutions. On a traité de la culture, mais on n'a pas encore traité de l'État et du marché. On traitera de ces deux concepts-là la semaine prochaine. Je voulais juste vous laisser un petit délai supplémentaire pour pouvoir me remettre le texte sur l'État. Donc, on va sauter par-dessus ces deux institutions et on va commencer à aborder la phase finale du cours qui sont finalement de revenir sur les problèmes sociaux et les dynamiques d'adaptation dans ce contexte-là de toute la séquence du cours qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on commence avec l'un des trois pôles de ces triangles-là des problèmes sociaux et dynamiques d'adaptation, qui est celui de socialisation et intégration. Donc c'est le haut de la pyramide. Donc rapidement aussi, je vous rappelle le texte que vous aviez à lire pour la séance d'aujourd'hui, le texte de François Huot, qui est une entrevue en fait, qui s'intitule un Ivoirien chez les Inuvialuit, j'ai toujours du mal à dire ce nom-là, réflexion sur l'intervention sociale dans les territoires du Nord-Ouest. Donc je garde ça, je réserve ça pour la séance de cours virtuel qu'on va avoir mardi soir. On va revenir sur ce texte-là et on va discuter autour de la question qui est écrite ici. Pourquoi un travailleur social africain est-il capable de s'intégrer dans le Grand Nord canadien? Vous allez m'expliquer ça lors du prochain cours virtuel, donc je ne m'étendrai pas là-dessus et je vais passer directement au plan. Donc voici le plan de la séance d'aujourd'hui. En 3 points, on va revenir sur cette idée d'impératif de conservation des sociétés. Donc comment faire pour que les sociétés perdurent dans le temps. Et il y a deux mécanismes essentiels euh, qui permettent aux sociétés de perdurer dans le temps. Ce sont la socialisation et l'intégration. Donc on reviendra sur l'explication de ces deux concepts-là qu'il faut bien comprendre et que vous m'expliquerez encore dans la discussion mardi soir. Donc, qu'est-ce que la socialisation? On va voir comment, dans ce cadre-là, l'éducation est fondamentale pour permettre d'opérer une transformation personnelle. On verra ensuite la socialisation institutionnelle par l'école et la socialisation familiale, donc la transmission de valeurs par la famille. Et ensuite, on abordera le concept d'intégration. On posera la définition et on verra en quoi ce concept d'intégration est important pour saisir souvent la peur de fragmentation qui est observable dans certaines sociétés, le défi de la ségrégation des différents groupes socioculturels dans nos sociétés et la question de la reconnaissance de la diversité dans une société fortement migratoire comme la nôtre. Alors pourquoi parler de socialisation et d'intégration dans les sociétés et en quoi ces deux processus-là sont des questionnements fondamentaux dans nos sociétés? Eh bien parce que ces deux processus-là permettent ce qu'on appelle l'impératif de conservation des sociétés, c'est-à-dire que c'est par les processus de socialisation et d'intégration qu'une société s'inscrit dans l'histoire, se reproduit, continue à exister par-delà les individus qui en font partie. Donc les individus meurent, si on veut, mais les sociétés perdurent et existent encore à travers les nouvelles générations d'individus qui vont suivre les précédentes et comment, en fait, en intégrant les valeurs que ces groupes vont leur avoir transmises. Donc la socialisation et l'intégration sont deux processus essentiels pour la survie d'une société, survie pensée comme le fait d'être transmise et de vivre à travers les nouvelles générations qui vont suivre les générations précédentes. Donc les questions qu'on a à se poser, c'est par exemple, quelles sont les représentations et les valeurs qui définissent une société? C'est quoi qui est fondamental
pour définir la société québécoise aujourd'hui. Quelles sont les valeurs et les représentations qui sont essentielles pour pouvoir transmettre ces valeurs et ces représentations aux générations futures pour que la société québécoise continue de vivre à travers ces nouvelles générations. Donc comment la société transmet-elle ses valeurs? Donc par ces processus-là, on y reviendra. Comment chaque individu devient en soi porteur des valeurs de cette société, et pas juste porteur, mais c'est que ces valeurs vont orienter son comportement, vont transformer, modeler sa manière d'être au monde, et c'est à travers ces comportements-là qu'on peut voir se reproduire la société dans laquelle on vit. Donc la société, c'est fondamental, et pour ces institutions, parce que la question qu'elle se pose, c'est comment assurer cette reproduction à travers le temps. Donc la société se reproduit en se matérialisant dans les comportements, les modes de pensée, les croyances, les valeurs des individus. Et pour ce faire, pour que la société rentre dans les individus, il y a deux phénomènes, la socialisation d'une part et l'intégration d'autre part. Et on va revenir sur ces deux phénomènes. Mais je voulais avant tout insister sur l'importance de ces phénomènes-là pour assurer la survie d'une société. C'est pour ça qu'il y a une forte crispation autour de ces enjeux-là, parce que perdre une mauvaise socialisation ou une mauvaise intégration aurait pour conséquence, dans la tête de pas mal de gens, la disparition de la société telle qu'on se la représente aujourd'hui. Alors comment pouvons-nous définir le concept de socialisation? Je vous écris ici la définition. La socialisation, c'est le processus par lequel les individus sont insérés dans une société donnée, c'est-à-dire en font partie, en intériorisant des valeurs, des normes, des codes symboliques, donc des règles puis des manières de visualiser la réalité, et font l'apprentissage de la culture en général, donc apprennent cette culture-là grâce à différentes institutions, la famille, l'école, la langue qui est un code symbolique qui définit notre rapport au monde, les mots nous permettent de nommer les choses et de donner du sens à ce qui nous entoure, et même plus largement notre environnement, qui va aussi nous intégrer dans la société dans laquelle on vit. On va dire, nous par exemple au Québec, on est une société nordique, donc l'environnement dans lequel on vit, l'hiver fait partie aussi de notre identité, et on a un rapport bien particulier à ça. Donc tout ça, ce sont des éléments qui définissent ce processus de socialisation donc, par lequel les individus s'insèrent dans la société à laquelle ils appartiennent. Donc dans ce processus de socialisation, on voit bien que l'éducation est une clé, une courroie fondamentale. L'éducation, pour le sociologue français Durkheim, j'en ai déjà parlé, je vais y revenir aussi un peu plus tard, c'est une citation, l'éducation méthodique de la jeune génération par la précédente, c'est comme ça qu'il définissait la mission de l'objectif de la socialisation. L'éducation méthodique de la jeune génération par la précédente. Apprendre avec méthode, apprendre quoi? Ben, dans le fond, intégrer les différents éléments qui vont définir une société, ses manières de penser, de sentir, d'agir. On peut considérer donc l'éducation comme le processus par lequel la société impose à ses enfants donc ses manières de penser, de sentir et d'agir, donc les valeurs, les normes et tout ça. Donc l'éducation est un processus de transformation personnelle parce qu'elle nous permet euh, de passer du stade d'être individuel, hein, l'enfant, qui est centré sur ses besoins et ses désirs, à un être centré sur soi en tant qu'individu, à devenir un être social. Donc éducation slash socialisation égale ce passage de l'être individuel à l'être social, donc un être centré sur soi à un être qui a intégré des valeurs qui permettent de fonctionner en société, une morale, un code de conduite, des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire pour faire partie, pour être bien élevé, bien faire partie de la société. Donc on voit le caractère fondamental de l'éducation dans ce processus de socialisation. Donc socialisation, éducation, école. L'école en tant qu'institution a un rôle fondamental dans ce processus-là. Et l'école, donc c'est le lieu où on va transmettre les valeurs centrales, donc où on va socialiser par le processus éducatif. On peut aussi se poser la question de comment on fait ça, de quelle manière on éduque, c'est l'objectif de la pédagogie.
Et donc, on a deux grandes écoles par rapport à deux grandes écoles, deux grandes manières de voir le rôle de l'école, deux grandes manières de concevoir l'école comme institution qui a pour vocation principale de socialiser les enfants selon les normes voulues par la société. Donc, la pédagogie qu'on va développer pour éduquer les enfants va être relative à la manière dont on conçoit la société. Vous allez le voir, en fonction des deux approches que je veux vous présenter, une approche plus traditionnelle qu'on on attribue à Émile Durkheim, donc le sociologue français, et une autre approche plus libérale, on pourrait dire, qu'on attribue à Jean Piaget, pédagogue suisse. Donc je vais vous présenter sous forme de tableau ces deux approches de l'institution scolaire. Donc deux conceptions de l'école, deux perspectives différentes sur la pédagogie, donc la manière d'éduquer et de transmettre les valeurs fondamentales d'une société aux enfants. La première, la colonne de gauche, celle prônée par la sociologie durkheimienne, par Émile Durkheim, il va concevoir l'école comme un système autoritaire, c'est-à-dire un système hiérarchisé dans lequel le maître d'école ou la maîtresse a une autorité et c'est elle qui sait, ou c'est lui qui sait, c'est le maître impose son savoir et il est important, c'est un élément fondamental de l'apprentissage, apprendre à respecter l'autorité. Donc l'éducation est vue comme un processus de contrainte exercé par les adultes. Les enfants doivent se soumettre à l'autorité du maître et donc se soumettre à cette contrainte exercée par les adultes. Donc les enfants sont dans une attitude de soumission passive à l'égard du maître, il faut écouter, et ils doivent finalement une forme de respect unilatéral des adultes par cette contrainte. Donc unilatéral, dans le sens, ça va dans un sens, les enfants doivent respecter les adultes, et l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Donc dans cette perspective-là, l'éducation a trois objectifs. Le premier est le plus fondamental et qui s'incarne dans tous ces mécanismes de contrôle des enfants, qui est d'acquérir l'esprit de discipline. Il faut intérioriser le fait de se soumettre à l'autorité. Le deuxième objectif, selon Durkheim, du système scolaire, c'est de développer un attachement au groupe, de développer un attachement à la collectivité. Et le troisième, c'est d'apprendre l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire de développer par soi-même une, une, une autonomie dans la manière de penser. Mais ça vient en troisième élément, après la soumission à l'autorité et l'attachement au groupe. Donc l'objectif fondamental du système scolaire et de la pédagogie qui va être mise en œuvre, selon Durkheim, c'est d'assurer la reproduction de la société. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut dresser d'une certaine manière les enfants pour qu'ils se soumettent à l'autorité, que la société perdure de manière la plus conservatrice possible dans les enfants qui vont en faire partie. La deuxième approche, développée par Piaget, donc un petit peu plus tard, Durkheim c'est au tournant du XXe siècle, Piaget c'est dans les années autour de la Deuxième Guerre mondiale, il va développer, où il va voir l'école non plus comme un système autoritaire, mais voyez, vous allez voir, c'est complètement l'inverse, dans le fond, comme un système interactif. C'est un système qui doit permettre une interaction entre les enfants et les adultes dans un processus d'échange d'apprentissage par l'échange. Donc c'est plus, on va plus se soumettre à une autorité, mais on doit se découvrir réciproquement par nos échanges, par nos interactions. Donc on apprend par la découverte dans l'échange, dans la coopération entre enfants. En fait, l'adulte est juste là pour animer une dynamique de co-apprentissage par la coopération entre les enfants. Donc on n'est plus dans la soumission, mais dans la réciprocité coopérative entre les enfants et même avec les adultes. L'objectif, c'est un respect mutuel entre les différentes parties, les différentes personnes qui échangent, et une autonomie par cette pratique de l'échange. Et l'objectif de l'éducation n'est donc c'est pas simplement de faire rentrer dans le moule, si on veut, ou d'intégrer des règles, mais plutôt que l'éducation se développe ou la pédagogie en fonction des différents stades de développement de la personnalité chez l'enfant. Donc, on va commencer par une pédagogie axée sur l'imitation. Ensuite, donc on imite. Ensuite, d'une certaine manière, la contrainte.
puis l'échange, puis la coopération. Donc le système d'éducation, ce qu'on voit un petit peu pratiquer dans les écoles alternatives d'une certaine manière, c'est coller sur les stades de développement de l'enfant et en tenant compte aussi des particularités de chacun. On ne se développe pas tous nécessairement au même stade et donc on n'est pas, on n'est pas tous, on ne doit pas tous être rendus aux mêmes étapes en fonction de l'âge qu'on a ou même du genre. Et donc il faut avoir une pédagogie souple par rapport à ça. Donc l'objectif fondamental de cette conception de l'école, c'est pas la reproduction de la société comme le voyait Durkheim, mais plutôt de permettre un développement psychique adéquat des individus, donc que chacun prenne confiance en soi, développe ses propres capacités et ses propres potentialités en fonction de sa personnalité propre, et tout ça dans une dynamique d'interaction avec les pairs, avec les autres enfants qui finalement nous ressemblent. Donc on se socialise tout en se développant soi-même. Donc ça, c'était pour le rôle de l'école. Quel va être le rôle maintenant de la famille dans ce processus de socialisation? Eh bien, la famille va jouer un grand rôle aussi. Pourquoi? Ben, parce qu'on est encore lié au stade de l'enfance, et donc dans l'enfance, oui, à l'école, mais il y a aussi surtout la famille qui joue un rôle fondamental. Donc, qu'est-ce que va nous transmettre la famille? En quoi la famille contribue à ce processus de socialisation? Ben, la famille va transmettre les modèles parentaux. Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'une famille? Quels sont les rôles des frères, des sœurs? Quelle hiérarchie d'âge il peut se construire? Donc, c'est tous des rôles sociaux qu'on va apprendre dans le quotidien de la famille, quelle place on a, qu'est-ce qu'on doit faire. On apprend aussi des rôles sexuels ou des rôles de genre, parce qu'on voit ce que la maman fait, ce que le papa fait. On voit quelle peut être la dynamique différente entre les frères et les sœurs. Donc on apprend aussi, on intègre cette identité de genre et donc le rôle en fonction de son genre qu'on va jouer dans la société. Et la famille peut être vue aussi comme un microcosme culturel, un micro-milieu dans lequel on expérimente les différents atouts, les différents potentiels de l'ordre symbolique ou des cultures dans lesquelles on va vivre. Donc on expérimente aussi ce rapport-là. Donc c'est comme un micro-laboratoire de la vie en société, la famille, où on va apprendre tout un certain nombre de codes aussi, d'où l'importance d'un bon fonctionnement de la famille pour donner des bons repères dans les stades de développement de l'enfant. Et la famille vient en complémentarité avec l'école pour permettre un bon équilibre et une bonne insertion sociale des jeunes, des individus, des enfants dans la société. Alors pour bien comprendre l'impact que la famille a sur le processus de socialisation, ça ressemble à quoi? C'est quoi le portrait sociologique ou démographique de la famille au Québec aujourd'hui? Donc, quelques chiffres, 78% des gens vivent en famille, donc c'est quand même un phénomène sociologique très présent encore dans la société québécoise. Il y a 2,2 millions de familles au Québec. Alors, 57% des familles ont des enfants. Ça veut quand même dire qu'il y en a pratiquement la moitié qui sont considérés comme des familles, mais qui n'ont pas, sans avoir nécessairement des enfants, donc des couples qui vivent ensemble sans enfants. 46% des familles ont un seul enfant. 30% des familles sont des familles monoparentales, donc un enfant mais avec un seul parent. Donc on voit quand même des modèles assez éclatés, assez différents de la forme traditionnelle de la famille. Il y a aussi 20 000 couples de même sexe, donc l'homoparentalité au Québec. Et 17% des, des familles des parents sont des immigrants, donc c'est une autre forte composante. On est démographiquement à 1,6 enfants par femme, c'est-à-dire qu'on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Il faudrait qu'il y ait 2,1 enfants par femme pour pouvoir avoir un véritable renouvellement des générations. Donc on ne fait pas suffisamment d'enfants. Il y a à peu près entre 80 et 90 000 naissances par année. Mais ce n'est pas suffisant, donc on a besoin d'immigration, mais on en reviendra plus tard. Il y a aussi 30 000 avortements par an au Québec, donc c'est une donnée assez forte. L'âge moyen au premier enfant est de 30 ans pour la mère, donc on a des enfants, on a
peu d'enfants et on les a relativement tard dans la vie. Les 2 tiers des naissances se font hors mariage, donc le lien, le ciment conjugal qui va se nouer entre les personnes, les parents qui vont avoir des enfants, n'est pas nécessairement le mariage. Et 50% des mariages, de toute manière, au Québec, se terminent en divorce. On est même rendu au-delà de ça maintenant. Donc, c'est tout des tendances euh, nouvelles relativement nouvelles qui dressent un peu le portrait de ce qu'est la famille au Québec, donc qui ne correspond pas tant que ça à des modèles classiques. Donc, en termes de socialisation, c'est important de comprendre ce contexte-là pour voir quel type de valeurs, quel type de modèles familiaux même vont être transmis aux générations futures. Passons maintenant au second concept que je voulais discuter avec vous, celui d'intégration. Alors, quelle définition on peut proposer? On va définir l'intégration comme un processus par lequel un groupe s'insère dans un ensemble plus vaste et permet ainsi à ses membres, déjà porteurs de valeurs, de normes et de codes symboliques au sein de leur groupe d'appartenance minoritaire ou d'appartenance d'origine. Donc ça va leur permettre, ce processus, de se conformer et de s'adapter aux valeurs, aux normes et aux codes symboliques du groupe dominant dont ils font désormais partie en ayant déménagé d'un endroit à un autre. Donc on voit que ça s'adresse plus à un groupe et ça leur permet de définir leur appartenance à cette nouvelle société d'accueil. Donc cette question de l'intégration est assez sensible dans nos sociétés, notamment dans les sociétés où il y a beaucoup de diversité culturelle issue du processus de migration, donc de nouvelles personnes issues de communautés très diverses qui viennent au Canada ou au Québec. Et donc ça peut susciter souvent une crainte pour les, les gens ou les groupes ou les sociétés qui euh, se sentent peut-être, ont peur finalement de cette multiplication des identités et ont peur que cette multiplication, craignent que cette multiplication conduise à les fragmenter d'une certaine manière, à fragmenter la société d'accueil avec trop de diversité. Donc c'est une peur de la diversité. Donc la multiplication des identités culturelles amènerait cette perte, cette peur du sens commun, des valeurs communes, du sentiment d'appartenance à quelque chose de commun. Si chacun peut rester dans son coin ou pratiquer sa propre culture, on a le sentiment peut-être d'être un peu trop marginalisé. C'est ce qu'on appelle une forme de dissolution identitaire. On perd son identité dans cette grande diversité. On ne sait plus qui on est dans le fond. Et c'est cette question-là, ce grand débat qu'on peut avoir sur le concept de multiculturalisme, qui est une valeur fondamentale du Canada. Et d'ailleurs, c'est les images que vous avez ici du Premier ministre Trudeau dans son premier mandat, là, d'ailleurs, les premiers mois, première année, où, bon, pour lui, on voit très bien que il peut aller se baigner ou s'intégrer à différentes communautés sans problème, parce que justement il veut incarner cette image portée par le pouvoir fédéral au Canada de pays multiculturels qui accueillent toutes les communautés et qui peut même prendre les vêtements ou les coutumes ou les pratiques de ces communautés-là sans problème, parce que dans le fond, il n'estime pas être en danger. Alors cette image-là a été un peu critiquée quand même au début, parce que justement, il faudrait mieux garder ses valeurs plutôt que de changer à chaque fois. Finalement, quelles sont les valeurs canadiennes si à chaque fois qu'on va quelque part, on devient un miroir du groupe dans lequel on essaie de s'insérer. On fait beaucoup moins ça maintenant, mais il y avait une vision, il y avait une visée autour de ça, c'était de montrer que on n'a pas peur de la diversité, on peut même la revêtir sans problème. Bon, ça pouvait, ça amène quand même un élément important, c'est quoi finalement un Canadien? Si un Canadien, c'est juste d'être comme tout le monde, il faudrait savoir quand même pouvoir définir quels sont les éléments fondamentaux pour cerner l'identité canadienne, ce qui n'est pas évident dans ce cas-ci. On pourrait en discuter plus tard.
Le deuxième défi que pose la question de l'intégration de la diversité culturelle dans les sociétés, c'est le défi de la ségrégation. On peut euh, se dire, bon, bah, ok, pas de problème, on peut intégrer, accueillir toutes sortes de membres de communautés culturelles très diverses. Et puis une fois que tout le monde va être là, ben, tout le monde va vivre en harmonie. Ce qui est plus ou moins vrai, en fait, ce qu'on observe la plupart du temps, c'est que ces communautés-là vont vivre entre elles, vont finalement se créer des quartiers propres à eux, et donc ça crée une certaine forme de ségrégation spatiale, dans le sens où chacun va vivre dans son quartier sans rentrer véritablement en interaction avec les autres. Donc ça nourrit, ça alimente encore cette peur de la fragmentation, puisque chacun est, euh, est confiné dans son quartier. Alors là, vous avez différentes illustrations, la petite Italie, les Juifs hassidiques dans Outremont, Montréal-Nord, République, qui est considéré Montréal-Nord, hein, bon, République parce que c'était un mouvement qui s'était développé là-haut pour affirmer une certaine fierté d'appartenance à la communauté haïtienne. Montréal-Nord, bon, j'ai mis le quartier 10-30, c'est plus une blague qu'autre chose, parce que dans le fond, c'est une forme de banlieue qui s'est développée entre les autoroutes 10 et l'autoroute 30, mais qui crée une espèce encore de sentiment identitaire d'appartenance à quelque chose de spécial, un peu sur la rive sud, comme Laval aussi en tout cas. Alors, on n'est pas tant dans des regroupements communautaires, mais on voit finalement l'appartenance à un certain groupe un peu fermé sur soi, qui ne veut pas rentrer en interaction avec les autres. Donc ça, c'est un autre danger, un autre défi du processus d'intégration dans les sociétés. Donc je voudrais conclure le cours avec une série un portrait un peu de ce qu'est au-delà des fantasmes, des peurs et des craintes. C'est quoi le véritable portrait de l'immigration et de la diversité culturelle au Québec? Donc quelques chiffres, il y a 13% d'immigrants au Québec, il y en a moins qu'au Canada, il y en a moins qu'au Québec qu'au Canada. Au Canada, c'est 20%, donc un immigrant, c'est une personne qui vit sur le territoire mais qui est né dans un autre pays. En majorité, ces migrants, ces immigrants qui arrivent au Québec et au Canada sont des femmes de 25 à 44 ans. Donc il y a plus de femmes que d'hommes qui immigrent, et majoritairement dans cette tranche d'âge-là, donc relativement jeunes. 87% des migrants qui rentrent au Québec arrivent et vivent dans la région de Montréal. Donc c'est Montréal qui est quand même le foyer de toute cette immigration et de cette diversité culturelle. Au niveau des langues parlées, 78% des immigrants se déclarent francophones, 50% bilingues, donc francophones, anglophones, et ou notre langue, leur langue d'origine, et 5% allophones, c'est-à-dire qu'ils parlent ni français ni anglais, ils parlent une autre langue. Et au niveau de l'origine, 36% des immigrants sont d'origine européenne, 27% asiatiques, 22% des Amériques et 15% du continent africain. Et si on regarde un peu l'évolution au cours des 30 dernières années du portrait de l'immigration ou de la population immigrée au Québec en fonction du continent de naissance, donc vous avez en vert, donc, qui passe de 48% en 91 à 31% en 2011, donc une baisse là assez régulière. C'est les immigrants d'origine européenne, donc qui étaient fortement majoritaires jusqu'aux années 90, qu'ils le sont encore un petit peu, mais leur domination diminue grandement. Ensuite, la colonne plus brune, c'est les immigrants d'origine asiatique, donc on passe de 23% en 91 à 27% en 2011, donc il y a une petite progression, mais c'est quand même assez lent. Au niveau, le orange, c'est les Amériques, donc surtout l'Amérique latine. Là, on voit une certaine forme de stagnation. On passe de 20% à près de 23% en 2011, donc ça bouge pas tant. Et finalement, de 8% à 18% entre 91 et 2011, les immigrants d'origine africaine. Là, on voit que c'est une bonne progression. Donc, euh, la tendance générale est quand même à une homogénéisation de toute cette immigration, avec toujours une petite prépondérance européenne, mais
chiffres sont beaucoup plus proches, hein, entre 18% et 31%, c'est-à-dire le groupe minoritaire et le groupe majoritaire pour 2001, à 48,8, la différence est beaucoup moins grande entre les deux graphiques. Donc il y a quand même une grande diversité, mais avec des poids relatifs entre chaque groupe qui commencent à se rapprocher. Et finalement, le dernier tableau qui recense les principaux pays de naissance des personnes récemment admises au Québec, donc en 2009 et 2013. Alors bon, ça c'est un jeu que j'aime faire en classe en général. Là, je vous pose des questions parce qu'en général, on ne trouve pas les pays, mais quels sont les 10 pays les plus représentés en termes de contingent d'immigrants qui sont arrivés. Donc le premier pays, c'est la Chine, ensuite l'Algérie, le Maroc, quatrième la France, ensuite Haïti, la Colombie, le Cameroun, l'Iran, l'Égypte et le Liban. Ce qu'on voit comme tendance, en fait, c'est bon, beaucoup de pays francophones, mais après, il y a aussi un déterminisme qui est lié à la démographie, hein, beaucoup de Chinois en Chine, donc beaucoup d'immigrants en général un peu partout dans le monde. Mais on voit quand même une belle distribution. C'est pas du tout le même portrait qui va être dressé en Ontario, par exemple, ou à Vancouver, parce qu'on s'installe pas, c'est pas les mêmes origines de groupes qui s'installent dans le pays. Mais le jeu de savoir, de vous questionner pour savoir quel groupe vous jugez qui est le plus important, témoigne aussi des préjugés qu'on peut avoir en fonction de différentes catégories sociales d'immigrants. Voilà. Donc je finis le cours là-dessus, puis on se voit mardi et on discute un petit peu du contenu de tout ça. Merci.